Oui, allô? Ce serait pour parler à Docteur Lavallée. Eliam, 19 ans, a décidé l'an dernier d'être lui-même et de s'ouvrir à tout son entourage. Il est un garçon et pas une fille. Grâce à l'aide et à l'appui de ses amis et de sa famille, il a pu commencer sa nouvelle vie. Au secondaire, il y avait une présentation inédite. Puis dans le fond, la présentation, c'était sur la communauté LGBTQ+. Et puis, on présentait vraiment rapidement qu'est-ce qu'était une personne trans. Puis tout, puis là, c'est là que j'ai comme cliqué que, c'est ça, comment je me sentais. Mais il se sentait bien seul quand il jouait au hockey. Pourquoi je me ramasse seule avec eux, tu sais, genre, pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre avec moi? Parce que, comme, j'étais littéralement seule avec, comme, 24 gars de hockey. Puis genre, moi, je me sentais comme eux, mais physiquement, j'étais pas comme eux. Il a donc décidé de l'annoncer à tout le monde. Je voulais changer mon nom sur Facebook parce que j'étais tannée. Puis là, je suis comme, ouais, mais grand-maman, elle sait pas. Puis là, je suis comme, ben là, si je rencontre du monde au IGA, mettons, ou wherever, où est-ce que je vais, puis là, il y a mon nom changé, puis là, ça va juste porter à confusion, puis j'ai fait, de la merde. Je l'ai fait officiellement. Ma mère l'a su parce que ma cousine avait vu les pronoms de mon frère qui avaient changé, puis elle avait dit à ma tante, puis ma tante l'avait dit à ma mère, puis ma mère me l'a dit à moi. Fait que j'étais comme, OK! Elle a juste vu ça comme, ben, je vais t'appeler mon frère. C'est pas le même, là. J'étais comme, wow, attends, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? Puis une fois, là, on était à une station d'essence, puis là, mon père était comme, OK, ouais, les filles, pouvez-vous venir m'aider? Oh non, pas les filles, les gars. Non, pas. OK, non, la fille et le gars. Sa famille l'a bien reçu, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. La transphobie, des fois, ça peut être des causes de perte d'emploi, de rejet de milieu familial et toutes sortes de choses qui fait que tu vis sous le seuil de la pauvreté. L'opération chirurgicale pour changer de sexe coûte entre 10 et 15 000 $, mais le gouvernement du Québec le rembourse au complet. Chez Trans-Outaouais, on dénonce quand même le manque d'aide du gouvernement en tout ce qui a trait au soutien psychologique aux personnes transgenres. Il n'y a personne dans le CISO qui est là pour nous appuyer. Même si on fait des demandes, ils ne savent pas comment nous servir notre population. Fait qu'on est obligé d'envoyer les gens dans le privé pour avoir des consultations, ce qui fait que tu es obligé de débourser de ta poche. Moi, c'est pas quelque chose que je voulais être trans. C'est juste que, comme, c'est arrivé, puis comme, j'ai pas choisi de l'être, parce que si j'avais pu choisir, j'aurais pas choisi de l'être, définitivement. Je suis vraiment fière des démarches que j'ai faites, là, à date, puis de tout le chemin que j'ai fait, là. Je suis vraiment fière. Comme, tu sais, le fait qu'il y ait eu le courage de, genre, se présenter à tout le monde comme ça, me semble qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage, justement. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps où tu te demandes si les gens vont prendre ça correctement. Puis lui, il l'a fait, puis genre, wow, c'est impressionnant. Moi, je suis née petite fille chinoise, puis maintenant, je suis un jeune homme québécois, là. En attendant son opération d'ici 1 an ou 2, Eliam reste bien entouré. Sophie Lascelles-Bastien pour le Collège La Cité à Gatineau. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième table ronde du Forum de la Liberté, du Forum de discussion Se raconter pour exister. Pour cette deuxième table ronde, nous allons parler du rôle des médias dans la représentation de la culture et de la diversité. À l'instant, vous venez de voir un reportage réalisé par Sophie Lascelles-Bastien qui est en ce moment qui étudie au collège La Cité à Ottawa. Donc, on a profité de vous le présenter parce que ce reportage, qui s'appelle Au cœur de l'arc-en-ciel, a remporté le 2e prix pour le meilleur reportage du collège La Cité. Et ce prix a été remis par Mathieu Nadon, chef des nouvelles à Radio-Canada à Ottawa-Gatineau. Donc, je vous présente Sophie Lascelles-Bastien, qui est une des premières de nos intervenants et intervenantes, que je vais vous présenter chacun à leur tour parce que vous allez avoir aujourd'hui des acteurs et actrices du secteur des médias au Canada pour comprendre un petit peu plus c'est quoi le rôle des médias, de nos médias, dans la représentation de la culture et de la diversité. Pour en dire plus sur Sophie Lascelles-Bastien, elle vient de Gatineau, au Québec. Comme je vous l'ai dit, elle étudie au Collège La Cité à Ottawa. Elle tient à parler de sujets délicats, enlever la gêne et le malaise qui entourent la différence. Elle aime parler des vraies choses, comme elle le dit, comment la jeunesse se vit, presque sans filtre, pour en parler comment elle se sent vraiment. Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée.
Ensuite, on va rencontrer Colette Brun. Colette Brun est professeure titulaire au département d'information et de communication de l'Université Laval et directrice du Centre d'études sur les médias. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences politiques à l'Université Laval et ancienne journaliste de profession. Elle s'est intéressée dans ses travaux de recherche à divers enjeux contemporains, des entreprises de presse, de la convergence des salles de rédaction et la baisse des effectifs journalistiques aux pratiques d'information en ligne des publics et à la désinformation. Colette Brun, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je tiens à dire que j'ai pratiqué mon métier au Manitoba et que j'ai fait mes premières armes à la liberté. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Merci, c'est un clin d'œil particulier, ça nous fait chaud au cœur aussi. Ensuite, nous avons Sophie Gaulin. Sophie Gaulin a posé ses valises à Winnipeg en 2003 et elle prend la direction du journal franco-manitobain La Liberté en 2009. Sa philosophie « Go big or go home » l'amène à transformer les défis de la presse écrite en nouvelles opportunités d'affaires. Pendant que bien des journaux au Canada se retrouvent lors de la crise de la presse dans l'obligation de couper leur salle de nouvelles et réduire la main-d'œuvre, Sophie Gaulin élabore un nouveau modèle d'affaires et passe de 5 à 25 employés. Aujourd'hui, Sophie Gaulin siège sur le conseil exécutif de News Media Canada et juge depuis une dizaine d'années au concours de journalisme canadien et continue d'être une fière ambassadrice de la francophonie dans le monde. Bonjour Sophie Gaulin. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci Colette du petit clin d'œil. Nous allons ensuite accueillir Chantep, qui est actuellement conseillère au projet en diversité et en inclusion à Radio-Canada. Elle a une grande expérience en communication et en marketing. Et depuis, elle a fait un changement de carrière et est productrice de contenu pour divers médias québécois. Elle a occupé plusieurs rôles différents comme journaliste, chroniqueuse, animatrice, productrice et recherchiste dans différentes émissions d'affaires publiques, d'actualité, de culture, des documentaires et d'enjeux de société. Son parcours de réfugiée l'a amenée à s'intéresser aux questions sociétales et de l'immigration avec une volonté d'inclusion dans tous ses projets. Bonjour Chantep, bienvenue. Merci, bonjour Morgane, bonjour les filles. Et enfin, nous accueillons Daniel Tremblay. Daniel Tremblay est professeur de journalisme depuis 21 ans au collège La Cité d'Ottawa et il est coordonnateur du programme depuis 5 ans. Il est journaliste à la télévision depuis maintenant 38 ans, puisqu'il remplace encore chaque été comme journaliste et chef de pupitre pour les stations du réseau TVA. Il est aussi gagnant d'un premier prix canadien de journalisme télé en 1997. Bonjour Daniel Tremblay, bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour Sophie. il y en a certains qui se connaissent déjà. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler du rôle des médias dans la représentation de la culture et la diversité, qui sont deux grands mots-clés, deux grands thèmes de notre journée. En préparant cette table ronde, en se posant des questions sur le rôle des médias, on s'est posé une première question qui est, je pense, essentielle, qui est très importante. Les médias ont-ils une responsabilité dans la représentation de la diversité? Puis j'insiste sur le mot responsabilité, parce que c'est vraiment la question qu'on se pose, pour savoir quel est leur rôle. Est-ce qu'il y a vraiment une responsabilité? Est-ce que diversité est un mot d'ordre dans leur mission, dans la mission des médias? Comme c'est une vue d'ensemble sur les médias, je voudrais peut-être commencer par Colette. Colette Brun, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, le terme de responsabilité dans le secteur des médias? Est-ce qu'il y a vraiment, ça fait partie de la mission des journalistes, des médias, de représenter la diversité selon vous? En fait, la diversité au sens très, très large, ça a toujours été dans la mission des médias, c'est-à-dire de représenter une diversité de points de vue dans la société et de point de vue légitime, on va dire, là, parce qu'évidemment, on ne donnera pas la parole à Hitler, par exemple, mais ce qui est plus récent, c'est cette idée de refléter la diversité des identités dans une société, comme le reportage de Sophie Lafayette-Bastien l'a très bien montré, là, comme dans le cas des personnes trans et même des jeunes trans. Et c'est quelque chose qui est très confrontant, en fait. On a peut-être un choc en différentes responsabilités, celle justement de refléter la diversité des réalités vécues et de rendre visibles des identités qui étaient autrefois invisibles et je dirais même audibles dans le cas des accents ou des façons de s'exprimer qui sont différentes. Mais il y a aussi la responsabilité d'un dialogue social
non seulement parmi les membres de ces communautés-là et des gens qui se considèrent comme des alliés, mais aussi avec la population plus large et même des gens qui sont, excusez-moi pour le courriel, avec des gens qui ne sont pas nécessairement réceptifs à cette diversité-là. Et c'est là qui est toute la difficulté de ce travail journalistique et médiatique plus généralement. Bien sûr. Et les difficultés, on va en parler parce que bien sûr, j'imagine qu'il y en a dans le secteur des médias. Chantep, vous, alors diversité, ça fait partie de votre titre d'ailleurs de profession. Donc, ce serait intéressant de savoir dans votre milieu et puis même dans votre expérience par rapport aux médias, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de responsabilité? Selon vous, est-ce vraiment une responsabilité? Oui, particulièrement pour les médias. On dit souvent, les médias, c'est le quatrième pouvoir. Ils ont une grande influence. Si je pars de mon propre parcours personnel, je suis arrivée ici en tant que bébé, réfugiée du Cambodge. J'ai vécu de l'intérieur ce que c'est d'avoir à intégrer une société, ce que c'est de vivre des inégalités, de la discrimination à toutes sortes de niveaux. Je l'ai vu à travers mes parents quand ils ont eu à faire partie de la société québécoise, mais je l'ai vu aussi à travers mon propre parcours où j'ai décidé de faire mon chemin dans le monde des médias pour justement avoir cette représentativité-là, la diversité, parce que j'ai grandi en regardant énormément de télévision, parce que, bon, petite histoire, mes parents travaillaient beaucoup, alors j'ai été pratiquement élevée par la télévision. Et puis, je me retrouvais pas, je ne me voyais pas. Puis quand on se voit pas, on sent pas nécessairement exister. On n'a pas l'impression de faire partie de la société non plus. Ça joue sur des enjeux personnels au niveau de la confiance, l'estime, de se projeter aussi dans l'avenir, dans la société, de faire partie de cette société-là aussi. Alors, d'avoir une invisibilité joue à plein niveau sur un individu qui ne se voit pas représenté. Alors, les médias ont cette responsabilité-là. Là, j'ai été journaliste, j'ai été animatrice, productrice, etc. J'ai fait partie de ce milieu culturel-là. Maintenant, je suis dans une chaise où je conseille Radio-Canada sur des projets diversité et inclusion et ça fait partie du mandat du diffuseur public. D'ailleurs, le diffuseur public a pris des engagements comme d'ici 2025, une des 3 personnes, une personne sur 3 devrait occuper des postes clés dans toutes les productions scénarisées, factuelles à Radio-Canada. Donc, c'est quand même un grand mandat. On parle ici de réalisateurs, producteurs, scénaristes. Puis on est ici pour essayer de faire un changement, mais le changement s'amorce de façon très lente. C'est pas évident. C'est pas évident d'inculquer une culture de changement à même des grandes institutions comme Radio-Canada. Mais je présume aussi dans d'autres sociétés de production aussi. Moi, j'ai travaillé pour plus de 100 employeurs différents. Donc, j'ai eu tout un parcours dans le monde des médias. Donc, je comprends très bien les mécanismes, les façons aussi, les moyens aussi que l'on pourrait trouver pour arriver à une représentativité et diversité. Bien sûr, et puis on va en parler de l'avenir, des défis, des limites. On va en parler plus en détail. Ce que vous dites là, Chantep, je pense que ça rejoint beaucoup ce que la table ronde précédente où nos experts parlaient de se raconter pour exister, la représentation. Andréane Dufour-Bouchard a parlé du fait de se voir, que c'est important, le visuel, de se voir, de s'écouter pour se retrouver. Donc je pense que ça rejoint beaucoup cette idée de représentation. Sophie Gaulin, vous êtes à la tête d'un média, d'un journal, La Liberté. Est-ce que pour vous, cette responsabilité, elle est au cœur de votre mission? Ah oui, absolument. Elle est au cœur de notre mission parce que on le vit comme plus qu'une responsabilité, on le vit comme un devoir, en fait. Notre devoir, c'est de refléter la société telle qu'elle est, dans toute sa diversité, parce que la beauté d'une société, de la société canadienne, c'est tout simplement, elle est fondée sur cette diversité-là. Et notre devoir, c'est de refléter au mieux cette société. Et en fait, on ne peut pas refléter une société si on se focalise sur un seul pan de cette société. Alors, c'est vrai que dans les dernières années, on a fait énormément de chemin,
là-dedans. On a commencé par avoir une bande dessinée d'un jeune Congolais qui arrive au Manitoba et qui parle de la diversité sous toutes ses formes. On a commencé aussi à avoir des chroniqueurs et des chroniqueuses qui parlent, par exemple, de leur frère qui est trisomique, d'un papa qui a une fille qui a le syndrome d'alcoolisme fœtal. On fait des portraits d'immigration, ma vie transgenre, on a fait une série sur ma vie transgenre. Je pense que, oui, voilà, ça c'est le défi d'immigrer. On a parlé à des nouveaux arrivants, à des réfugiés. Donc en fait, on veut donner la parole à des gens qui vivent cette diversité, à les mettre en photo dans la liberté, pas seulement que... Et puis pas forcément nous parler d'eux, mais eux que eux se racontent. Donc d'où l'importance de la chronique, se raconter. Parfois, nous les racontons, mais on leur demande aussi de se raconter. Alors, c'est vrai qu'on a pris pas mal de responsabilités là-dedans, et puis on l'a vécu comme un devoir dans les quelques dernières années. Il y a des gens à qui ça n'a pas beaucoup plu. On en a essuyé quelques critiques. Mais c'est ça, on est là pour faire bouger les lignes. Et on est là aussi pour normaliser la diversité. Parce qu'en fait, la diversité, c'est normal. Et c'est tout simplement ça. Ça fait partie de nous, ça fait partie de notre société. Ça date pas d'hier. Ça a toujours fait partie de notre société. On l'a occulté pendant quelques années. On a décidé d'arrêter de l'occulter. Bien sûr. Mais ça aussi, ce sont des mots-clés qui rejoignent la table ronde précédente. C'est partout, la diversité est partout. Puis comme vous l'avez dit, les médias sont présents. Une partie du rôle, c'est de refléter la société qui nous entoure. Alors, refléter cette diversité, ça coule de sens, ça coule de soi. Mais c'est vrai qu'il y a des défis, on va en reparler encore. Daniel Tremblay, vous enseignez le journalisme depuis plus de 20 ans. Puis, il me semble que vous avez beaucoup observé les salles de nouvelles et que vous connaissez bien les salles de nouvelles. Est-ce que pour vous, ça fait partie de cette mission, cette responsabilité de refléter la diversité, ou peut-être c'est quelque chose que vous avez observé dans les 10, 20, 30 dernières années, quelque chose qui a changé, qui a évolué? Oui, ça a beaucoup changé. En fait, j'aime beaucoup le mot employé par Sophie tantôt, là, c'est vraiment le reflet. Et là, je vais parler des médias, des salles de nouvelles, parce qu'il y a les médias aussi, plus variété, téléromans, où là, la diversité est importante. On doit voir, comme Chan disait, on doit voir les minorités, la diversité dans les téléromans. Mais moi, je veux parler surtout de la salle des nouvelles. Donc, c'est le reflet de la société. On est là pour refléter, par exemple, de ce temps-ci, la tolérance à l'endroit de la diversité, dans les bons coups, comme par exemple le reportage de Sophie, c'est pour montrer que la tolérance à l'endroit des gens transgenres. Dans les mauvais coups aussi, dernièrement, on a vu plein de reportages sur un jeune victime de racisme et de propos racistes dans des parties de hockey. Donc, les salles de nouvelles, nous, on est le reflet de ce qui se passe dans la société. Ni plus ni moins, je vous dirais, je ne dis pas qu'on... Je ne pense pas qu'on ne fait pas d'efforts, on n'a pas à faire d'efforts particuliers pour dire, on ne se pose pas la question, bon, aujourd'hui, on va parler de la diversité. La société fait qu'on n'a pas le choix d'en parler parce que c'est le sujet du jour. Et oui, la question, tu disais, est-ce que ça a changé? Oui, ça a beaucoup changé. Je vais vous donner un exemple d'un reportage. Et là, c'est un exemple, mais c'est quand même, ça montre un peu tous les changements qu'il y a eu ces dernières années, depuis 20 ans, moi, quand j'ai commencé. Un autre reportage d'une étudiante, le reportage que Pénélope, une de nos étudiantes, a fait sur les commotions cérébrales. En entrevue, elle a la victime de commotion cérébrale et elle a aussi sa conjointe. À l'époque, il y a 20 ans, je ne sais pas si on aurait marqué en ondes conjointe de telle personne. Probablement que l'autre personne ne l'aurait pas dit. Elle aurait dit, c'est mon ami, c'est ma colocataire. Le 20 ans, probablement, où il y a des chances. Mais aujourd'hui, cela va de soi. C'est le reflet de la société. La personne a dit, voici ma conjointe. Et en on a dit, conjointe. Et personne ne se pose de questions. C'est devenu une acceptation de une tolérance de la diversité. Mais ce n'était pas comme ça il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, nous, les salles de nouvelles, ce qu'on fait, c'est qu'on reflète
on reflète la réalité, la tolérance ou l'intolérance vis-à-vis de la diversité, ni plus ni moins. Oui, tout à fait. Mais comme vous l'avez dit, les mots aussi, je pense que on l'a dit dans la table ronde précédente, les mots sont importants et donc on est là pour parler de la diversité qui nous entoure. Alors ce genre de mots, c'est important, mais j'ai l'impression que plus que de l'acceptation, comme on a dit, c'est la normalité. Donc c'est ce qui nous entoure. Alors c'est ça le pas peut-être supplémentaire, c'est que c'est le reflet des récits qui nous entourent. Je pense que ce serait important d'avoir l'avis aussi. On a Sophie donc Lasselle-Bastien qui est étudiante en journalisme ici. On a parlé de l'évolution, donc alors les médias ont changé. Sophie Lasselle-Bastien, vous êtes, on va dire, nouvelle, fraîche journaliste ou future journaliste, sans être forcément la porte-parole de toute la génération de journalistes qui arrivent. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation de la diversité dans les médias? Est-ce que aujourd'hui, c'est quelque chose qui va de soi? Est-ce que c'est quelque chose, comme on l'a vu dans votre reportage, qui vous tient à cœur? Est-ce que ça fait partie de votre vision des médias? Oui, je pense que on demande si les médias ont une grande responsabilité. Si je parle au nom des adolescents puis des jeunes adultes du moment, c'est pas les sites d'information qu'on va aller voir en se réveillant. C'est les réseaux sociaux. C'est là qu'on va apprendre les nouvelles rapidement. Puis d'un coup qu'on a appris les nouvelles, là, on va aller les vérifier ensuite. Ensuite, on va aller voir Radio-Canada, tout ça, tous les sites d'information sûrs pour vérifier les informations, en apprendre davantage. Donc, c'est pourquoi les médias ont une grande importance. C'est parce que c'est eux qui disent la vérité. C'est eux qu'on va se fier sur eux. Si les médias disent ça, ça va être comme ça. Puis c'est je pense qu'il y a une grande partie de la société qui se base sur ce que les médias disent, donc pour faire leur propre avis. Donc, je crois que la responsabilité des médias, ça va être d'employer le plus de personnes ouvertes d'esprit, pas de se fier aux connexions. « je connais lui ». Non, c'est vraiment sur la personne. Est-ce qu'elle est tolérante? Est-ce qu'elle est ouverte d'esprit? Ou elle est plus renfermée, un peu intimidée par ça? Parce que moi, je trouve que ça n'a pas sa place, puisqu'il faut vraiment, le plus possible, mettre ça de l'avant puis montrer c'est quoi les vraies affaires sans se cacher. Justement, tu sais, Daniel, tu disais, il y a 20 ans, on n'aurait pas dit ça. Moi, je veux plus que dans les prochaines années, ça soit encore la gêne de « je sais pas si on peut dire ça ». Non, c'est ça, on va dire ça. Donc, c'est mon avis par rapport à ça. Merci Sophie. Est-ce que d'ailleurs, par curiosité, c'est pour ça que vous avez choisi parce que le reportage donc au cœur de l'arc-en-ciel qu'on a vu juste avant le début de la table ronde parle clairement de diversité, là en l'occurrence de diversité de genre. Pourquoi avoir choisi ce sujet pour ce reportage qui en plus faisait partie d'une compétition? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce que c'est un sujet qui vous tient à cœur? Est-ce que vous trouvez que c'est un sujet parmi vos pairs de journalistes en formation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui reflète peut-être votre génération? Moi, en fait, la personne qui participe dans mon reportage, c'est mon grand ami depuis que je suis genre maternelle, là, donc c'est quelqu'un de vraiment important pour moi. Puis je savais qu'il fallait parler de quelque chose de sérieux, tu sais, pas une banalité. Puis ça a fait une grosse différence dans ma vie pour le mieux. C'était pas négatif du tout. Donc je trouvais que c'était important de mentionner son histoire pour faire ouvrir les yeux aux personnes qui le voient, pour leur dire c'est quoi leur réalité pour vrai. Parce qu'encore une fois, moi, j'aime pas ça, faire à semblant puis cacher des choses. Il faut vraiment que ça soit ce qu'ils vivent, on le montre. Il n'y a pas de cachette, de rien. Donc, c'est pour ça que je prenais le temps d'avoir une grosse conversation avec mon ami pendant 2 heures là, de c'est quoi sa vraie réalité. Je veux pas juste prendre le sensationnalisme, je veux pas juste prendre ce qui va être bon. Je veux vraiment écouter son histoire. C'est quoi les difficultés qu'il vit, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un reportage là-dessus pour montrer que c'est pas toujours facile. Il y a des bons côtés, il y en a des moins bons. C'est quoi la vraie réalité? Puis pourquoi qu'on devrait être plus ouvert à la diversité parce que ça apporte que du positif. Donc, ouais, c'est pour ça. Merci Sophie. Oui. Moi, je me pose la question, là, ça, c'est un moyen donc de raconter, d'exposer
refléter la société qui nous entoure. Donc là, il y avait un reportage vidéo. Est-ce que, parce que les médias, on sans doute, c'est très vaste. On en a parlé tout à l'heure, Daniel Tremblay disait, il y a les salles de nouvelles, donc il y a plein d'autres types de médias, on se focalise sur les salles de nouvelles, il y a les journaux, c'est très vaste. Est-ce qu'il y a des manières particulières dont les médias partagent la diversité? Est-ce qu'il y a des exemples concrets, parce que on l'a dit, Sophie Golin, vous avez parlé de la responsabilité ça fait partie, c'est au cœur de votre mission. Alors, est-ce qu'il y a des manières plus propices pour raconter sa diversité, pour donner peut-être la parole? Sophie Lasselle-Bastien a parlé notamment des médias sociaux juste avant. Alors j'aimerais savoir peut-être, Colette Brun, vous qui avez un peu un œil sur l'évolution des médias, sur un peu tout type de médias, est-ce qu'il y a des manières plus propices que d'autres pour parler de la diversité, pour que les gens parlent de diversité? Et peut-être est-ce que la manière dont les médias ont évolué permet un peu plus de raconter sa diversité et ses histoires aujourd'hui? C'est une très bonne question. Dans les médias sociaux ou dans l'environnement médiatique numérique, on va souvent parler du phénomène des chambres d'écho, que les gens sont isolés dans leur réalité, puis ils vont s'entourer de médias et d'interlocuteurs avec qui ils partagent un même point de vue. Donc, ce serait dans ce sens-là un frein à la diversité ou en tout cas une polarisation du débat sur la diversité. Mais les médias sociaux ont aussi permis d'émerger à des voix, à des nouvelles voix d'émerger, notamment des voix qu'on dirait issues de la diversité. Et c'est sûr que ça dérange, ça bouscule l'ordre établi. Et ça soulève la question de comment les médias d'information, les médias traditionnels, si on veut, doivent se positionner par rapport à tout ça. Donc, déjà, juste le choix de parler, de faire comme La Liberté le fait, comme Radio-Canada le fait, de dire la diversité, ça va être un thème prioritaire, puis même on pourrait dire un thème transversal, c'est pas un beat, une spécialité, on va avoir un petit coin où on parle de diversité, puis là, le reste, ça va être comme avant. C'est vraiment un engagement global. C'est quelque chose d'assez radical et d'assez confrontant, je pense, pour certaines personnes. Et puis moi, ce qui m'interpelle, puis c'est pas du tout mon expertise, là, la diversité. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à ça, qui essaye d'embarquer un peu dans le train, qui essaye d'être un allié. Là, j'ai vraiment aucune prétention à l'expertise là-dedans. Et je tiens à le dire, j'essaie d'être dans une posture d'écoute autant que possible. Mais c'est ça, je m'interroge aussi quant à la capacité des médias à engager un dialogue aussi avec les personnes qui sont moins ouvertes à la diversité, donc de ne pas prêcher qu'aux convertis. Je pense que des récits comme le reportage qu'on a vu, c'est des bonnes façons de faire. C'est des histoires qui sont positives. Daniel Tremblay l'a dit, il faut aussi parler des choses qui vont moins bien. Mais c'est ça, je pense que on n'a pas trouvé encore la réponse là, de comment, puis je pense que c'est quelque chose qui va prendre du temps aussi dans la société d'accepter. Je pense qu'il faut aller aussi au-delà de la tolérance puis aller vers une véritable normalisation. Je pense qu'on l'a tous dit. Mm-hmm. Mais je pense qu'on n'y est pas encore. Là. Je pense qu'il faut le reconnaître qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Bien sûr. Il y a du chemin et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une grande évolution. Vous l'avez dit, ces changements, d'aborder ces thématiques, ça bouscule. Puis ça me fait penser à ce que Sophie Golin a mentionné plus tôt en disant, en donnant de la place, en racontant des histoires, c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde de raconter toutes ces histoires. Donc, Sophie Golin, j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que, de quelle manière aujourd'hui, dans La Liberté, ces histoires sont racontées? J'imagine que c'est pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans que La Liberté de 2009. Ces manières ont évolué. Qu'est-ce que vous avez pu observer comme peut-être comme retour, comme réponse? Écoutez, je pense que ce que j'aime beaucoup dans ce que Colette Brun dit, elle dit c'est un engagement global. En fait, il est à tous les étages. Cet engagement. Il est dans les personnes que l'on recrute ou qu'on essaie de recruter. C'est difficile dans un milieu francophone en situation minoritaire d'avoir un panel large de gens. Donc ça, c'est déjà mais il faut qu'on s'y attelle. Donc parfois, c'est tout simplement d'accepter d'engager quelqu'un qui n'a pas le français comme langue première, où il va y avoir beaucoup de travail à faire,
au niveau de la rédaction, au niveau de tout ça. Mais cette personne-là, et je pense à quelqu'un qui nous a ouvert les yeux de façon extraordinaire, qui s'appelle Chelsea, une chroniqueuse transgenre qui est venue travailler pendant 3 mois à la Liberté. C'est vrai que le français n'était pas sa langue première. C'est une jeune fille d'immersion qui a énormément travaillé dans cette veine-là, qui nous a partagé son vécu, mais qui aussi nous a partagé son réseau. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit effort à faire pour nous au niveau du français, au niveau de la rédaction, etc. Mais c'est un effort tellement minime à faire comparé à tout ce qu'elle nous a apporté qu'il faut faire cet effort. Donc en fait, c'est à tous les étages. C'est un engagement global, comme le disait Colette Brun. J'ai beaucoup aimé ce terme-là. Et puis, il faut frapper à toutes les portes. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui ne nous lisent pas. Alors, s'ils ne nous lisent pas, ils vont devoir nous écouter. On a fait des balados. On a fait 10 balados sur la diversité. On fait de la bande dessinée pour atteindre les plus jeunes par rapport à cette diversité. On fait des chroniques qui sont de 250 mots pour ceux qui ont moins envie de lire de longs articles. Mais on a fait aussi des numéros spéciaux. Je me souviens d'un numéro spécial sur le 50e anniversaire de la décriminalisation de l'homosexualité au Canada. Quand nous avons fait notre tout premier numéro spécial sur cette décriminalisation-là, il faut savoir que nous avons perdu une 50aine d'abonnés. Et pour la liberté, c'est énorme. Nous avons eu des gens qui nous ont appelés, qui étaient pas contents, qui nous ont dit qu'on était en train de normaliser quelque chose qui n'était pas normal. Eh bien, on avait 2 façons de le prendre. Soit on se disait, bah, mince, j'ai fait une bêtise parce que j'ai perdu des abonnés. Soit on se dit, bah, ok, bah, j'ai fait quelque chose qui a fait bouger les lignes. Oui, j'ai perdu une 50aine d'abonnés, mais j'espère qu'à un moment donné, je vais les retrouver parce qu'on va passer par d'autres réseaux. Là, on voit Chelsea qui était notre chroniqueuse à la Liberté, qui nous a littéralement, elle nous a beaucoup plu. Elle nous a fait bouger les lignes dans tous les sens. J'ai beaucoup aimé mon expérience avec elle. En tout cas, tout ça pour dire que lorsque nous avons des lecteurs qui nous disent « je suis pas d'accord, donc je me désabonne », moi je suis persuadée qu'à un moment donné, on va les récupérer d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'ils font semblant de plus nous lire, mais je suis sûre qu'ils nous lisent, et en tout cas, je suis sûre qu'ils entendent parler de nous. Et le fait qu'ils puissent dire à d'autres personnes qui se sont désabonnées de la Liberté pour telle et telle chose, ça crée un dialogue, ça crée une conversation, et ça peut faire bouger les choses. Et de toutes les façons, je pense que les médias sont là pour faire bouger les choses. Si on était là pour le statu quo, ça fait longtemps qu'on n'existerait plus. Ça ferait longtemps que les citoyens auraient perdu confiance en nous. Je pense que là, on a vraiment un rôle, un devoir de cet engagement global, comme le disait Colette. Il faut que l'on prenne ça comme un engagement global. Quelles que soient les réponses, on a eu des réponses qui étaient très négatives. On en a eu qui étaient très très positives, des gens qui nous ont appelés pour nous dire qu'ils se sont sentis représentés. Je pense par exemple à une jeune femme qui nous a dit moi j'ai réalisé que j'étais transgenre en écoutant le balado sur la diversité, autre regard que l'on avait fait. Quel beau témoignage, un témoignage qui permet à quelqu'un de comprendre qui elle est. C'est émouvant, c'est super émouvant. Je trouve que c'est beau. Bien sûr. Mais ça rejoint encore ce reflet, on a évoqué plusieurs fois ce reflet de la société, ces réactions, qu'elles soient positives, négatives, qu'elles soient vives ou peut-être un peu plus silencieuses, ce sont des réactions parce que elles sont aussi diverses en fait, très diverses, et peut-être que ça va avec le jeu de la responsabilité d'être dans le secteur des médias. Chantep, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque dans cette idée de, peut-être chez Radio-Canada ou les autres médias que vous avez pu connaître ou que vous connaissez, cette évolution peut-être? Est-ce que vous avez observé une évolution autant dans les contenus, dans les équipes, que dans les réactions du public par rapport à ces thématiques autour de la diversité? Mais c'est ça, en même temps, parler de diversité, il faut le faire, mais il faut le faire pas nécessairement de façon forcée, mais comme Daniel l'a mentionné aussi,
il faut que ça vienne de soi, ça fait partie de la société, donc c'est un reflet de la société tout simplement. Là. Puis, les gens souvent qui sont dans les postes décisionnels, moi je pense que c'est là la clé pour pouvoir apporter une normalisation de la diversité. C'est les gens qui sont dans les postes de rédaction, production, bref, dans tous les gens qui sont dans des chaises décisionnelles, ce sont ces personnes-là qui peuvent réussir à faire changer les contenus puis les amener un peu plus loin. Parce qu'à un moment donné, on peut apporter des sujets à la table, puis je sais très bien, en tant que productrice de contenu ou comme journaliste, je proposais des sujets, mais en même temps, si la personne en toi n'accepte pas ou dit que ben là, ça ne va pas rejoindre la personne qui va vivre en région parce que la petite madame ne comprendra pas ce sujet-là parce que ça ne la concerne pas, je pense que c'est une façon fausse de penser. Puis ça n'apporte pas plus de diversité non plus à la table. Aussi, par rapport à la façon de faire du contenu, en tant que les gens qui sont responsables des contenus, c'est important de faire attention aussi aux biais inconscients. Comme journaliste, c'est une des grandes problématiques aussi parce qu'on a tous des biais, hein, que l'on vienne de n'importe quelle culture, de n'importe quel groupe sous-représenté. Tout le monde a des biais inconscients. Il faut faire attention, il faut être à l'affût de soi-même. Puis ça, là-dessus, ben, il y a des formations aussi qui se donnent. Je peux parler chez Radio-Canada, je sais qu'il y a une formation qui se donne en ce moment pour pouvoir prévenir ces biais inconscients-là chez les journalistes, puis de faire en sorte qu'il y ait une salle de nouvelles qui soit plus inclusive et représentative. Puis, quand on parle de diversité aussi, ben, on peut parler la même chose au niveau des nouvelles, par exemple, chez les communautés autochtones. Il ne faut pas en parler de façon à part, mais il faut en faire en sorte que ces nouvelles-là fassent partie, admettons, d'un bulletin de nouvelles normal, donc qui soit diffusé à tous les jours. Donc, ces sujets-là de diversité ne doivent pas être pris à part, mais doivent faire partie d'un quotidien. Puis c'est là je trouve qu'on n'est pas du tout rendu là. On a beau essayer de le faire, mais c'est pas là. Plusieurs diffuseurs sont tributaires des codes d'écoute, sont tributaires du financement au niveau des annonceurs, des publicitaires. Il y a toutes sortes de contraintes qui mènent les diffuseurs et les productions à faire certains choix. Là, on parle du journalisme, mais on peut parler aussi des productions, admettons, de variété, où ce que plusieurs producteurs ou diffuseurs vont préférer avoir toujours les mêmes noms, les mêmes vedettes, parce que ces gens-là apportent un certain nombre de codes d'écoute, mais en même temps, si on n'apporte pas de la nouveauté, si on n'essaie pas de rentrer de nouvelles personnes dans ce star système-là, les choses ne bougeront pas. Alors, dans la prise de risque, c'est surtout ça, je trouve que c'est là où est-ce que ça bloque principalement dans la prise de risque des diffuseurs, des producteurs, le CRTC aussi. Bref, il y a toutes sortes de normes qui régissent la façon dont le contenu est amené au public. Et en même temps, ben, une des grandes difficultés, c'est que le public aussi part. Moi, je connais beaucoup de gens de plusieurs communautés qui vont aller consommer ailleurs parce qu'ils ne se voient pas, ne se sentent pas représentés. Puis on le voit aussi, pas juste, admettons, chez les nouveaux arrivants, mais chez des jeunes aussi qui font partie de la 2e, 3e génération. J'ai déjà fait des reportages dans des écoles où il y a un haut taux de diversité. Puis les jeunes me disaient que, ben, admettons, est-ce que tu te sens québécois? Puis la personne me disait, ben non, je ne me sens pas québécois. Moi, je me sens plus, admettons, marocain, mais pourtant, tu es né ici. Oui, mais je suis plus attachée à ma culture d'origine. Mais pourquoi? C'est ça la question, pourquoi? Ben, c'est ça, parce que les gens ne se sentent pas représentés. Fait qu'il y a toutes sortes de problématiques qui vont faire en sorte que la diversité ne soit pas encore rendue là où on devrait être. On peut se comparer aussi, admettons, à ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, c'est plus normalisé. Mais ici, je peux parler du Québec, là, mais du Canada aussi, on n'est pas du tout au même niveau. Là. Le côté francophone versus le côté anglophone, c'est pas du tout là encore. Puis c'est ça, autant qu'à la base, comme Sophie l'a mentionné, faut aller chercher les gens là où ils sont, les jeunes, les nouveaux talents. Il faut les amener à s'intéresser, à vouloir s'impliquer dans les médias autant
devant caméra que derrière caméra, parce que c'est important aussi d'avoir ces histoires-là racontées, pas juste une représentativité physique, mais aussi dans le contenu. Mais aussi, faut aussi être capable de conserver nos talents. Puis c'est ça le plus grand des défis, je trouve, au niveau d'apporter ce contenu-là. Alors, moi, je pourrais vous dire que non. Là, je trouve pas qu'on est rendu si avancé que ça. Je trouve qu'on a beaucoup de croûtes à manger, on a beaucoup d'étapes à faire, mais je pense que le fait d'en parler, le fait d'être là, et surtout de prendre des moyens pour y arriver, je pense que ce sont là les solutions. Là. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vois, si je résume ce que vous voulez dire, il y a encore beaucoup de chemin. Oui, Sophie Golin voulait rebondir là-dessus, peut-être. Oui, je crois que excusez-moi de couper, mais c'est essentiel, c'est la relève journalistique. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un énorme effort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout l'Ouest et le Nord canadien, nous n'avons pas un seul programme de journalisme en français universitaire. C'est un énorme manque parce que ça ne nous permet pas de diversifier les accents, les points de vue, etc. Donc, on se bat tous pour avoir des journalistes qui sortent d'un même bassin. On n'a pas forcément des gens qui sont issus des provinces dans lesquelles on travaille. Et ça veut dire aussi que on a des personnes qui arrivent originaires du Maroc, d'Afrique, du Cambodge, qui sont nés ici, et qui pourraient aussi nous apporter cette richesse-là, mais on ne peut pas les avoir dans les nouvelles parce que on ne peut pas étudier le français dans tout l'Ouest canadien, on ne peut pas étudier le journalisme en français dans tout l'Ouest et le Nord canadien. Je pense que c'est un énorme défi de nos médias. Je pense à Radio-Canada chez nous, je pense à notre radio en vol, je pense à la Liberté. Et il faut qu'à un moment donné qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir à la fois des gens qui connaissent la réalité du terrain, mais aussi représentent cette diversité. Et je pense que ça fait partie d'un des très 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 gros enjeux de nos médias. En tout cas dans l'Ouest, c'est sûr que ça fait partie d'un de nos très très gros enjeux. Et je voulais dire sur ce que Chan disait là-dessus. Bien sûr, ça se complète effectivement parce que Chan faisait le résumé de beaucoup de défis et j'ai l'impression que pour changer les médias qui sont quand même une énorme partie de notre société, de notre vie, c'est pas un petit bout là, s'attaquer aux médias et au changement des médias. Donc je peux comprendre qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés, de limites. Et je m'interroge alors sur ces limites. Est-ce qu'il y a des choses, peut-être Colette, vous aussi avec comme vous vous intéressez beaucoup à ce milieu, est-ce que vous pensez qu'il y a des limites, des obstacles qui seront peut-être toujours là? Pourquoi peut-être ça évolue si lentement, comme dit Chan, on est loin du compte? Est-ce qu'il y a des limites qui sont non négociables, qui vont toujours être là dans la représentation, dans les sujets qu'on traite, des obstacles importants que vous avez pu observer? La résistance au changement, ça fait partie de la nature humaine. Alors ça, je pense que ça va toujours exister d'une manière ou d'une autre. Puis je pense que ça fait partie des réalités avec lesquelles on doit composer, qu'on fasse du journalisme ou n'importe quel autre métier. Je réfléchissais à ce que Sophie et Chan disaient au sujet de la relève et même si on a on a plusieurs programmes de journalisme au Québec et on enseigne de plus en plus en ligne, il y a des barrières qui demeurent pour certaines communautés, particulièrement les personnes des communautés autochtones. Les barrières aux études supérieures en général et au journalisme en particulier. Le journalisme, une journaliste autochtone me disait, pour une personne qui vit dans une réserve, vouloir faire du journalisme, c'est un peu comme vouloir être dans la police. C'est les gens qui viennent quand ça va mal, qui parlent de ce qui va mal dans nos communautés, qui justement ne parlent pas de nous dans la normalité. Donc, c'est très difficile, c'est même difficilement envisageable de choisir ce métier-là. Alors souvent, c'est un métier par lequel on arrive presque par la bande, parce qu'on a fait, puis c'est correct aussi. Moi, j'enseigne le journalisme, mais je pense que c'est correct aussi de faire du journalisme quand on a fait autre chose dans la vie ou on a étudié autre chose dans la vie.
On offre aussi des programmes courts, dont des programmes à distance. Je pense que ça serait vraiment génial qu'il y ait un programme. Ben, en fait, je pense que ma première présence à la télévision, c'était pour dénoncer l'absence de programme en journalisme quand j'étais moi-même étudiante à l'Université de Moncton. Donc, j'ai été chanceuse, j'ai eu des bourses. Mes parents m'ont préparé un coffre de matériel pour que je puisse aller vivre en résidence là-bas. Mais c'est pas normal que des jeunes de l'Ouest canadien doivent traverser le pays. Je pense que la cité collégiale, ça doit être le programme le plus proche géographiquement. Oui. J'avais fait demande à Ottawa à l'Université d'Ottawa et Moncton, mais c'est Moncton qui m'a donné la plus grosse bourse. Et j'avais un ami qui était originaire du Nouveau-Brunswick qui m'avait dit qu'ils ont un super beau centre sportif à l'Université de Moncton. Donc, on fait des choix pour des raisons particulière, puis aussi j'ai de la famille en Nouvelle-Écosse, donc mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut s'expatrier comme ça parce que c'est vraiment un gros déracinement, puis après ça, il y a le risque qu'on fasse comme moi, puis qu'on se trouve un conjoint au Québec et qu'on reste là. Alors, si on veut garder les gens dans l'Ouest, ça serait bien d'avoir des programmes en français qui sont adaptés. En même temps, il n'y a peut-être pas assez de gens qui demandent ce programme-là pour justifier Mais là, maintenant, avec l'enseignement en ligne, je me dis, ou l'enseignement à distance, c'est sûr que le journalisme, j'imagine que c'est pareil pour vous à la Cité, c'est important d'être physiquement présent et d'avoir accès aux équipements, au matériel. Et c'est un métier qui est difficile à apprendre à distance, là, entièrement à distance. Mais, et la dernière chose que je me demande aussi, c'est la question justement de la diversité dans un contexte de linguistique minoritaire. Alors, moi, je suis très nostalgique de Winnipeg. J'y vais d'ailleurs la semaine prochaine, j'y retourne. Mais la question d'être minoritaire et d'être confronté à la diversité se pose vraiment différemment pour les francophones, je pense, en tout cas en milieu francophone minoritaire qu'au Québec. Au Québec, je trouve qu'on fait beaucoup de millage avec le fait qu'on est une minorité en Amérique du Nord pour expliquer la résistance à la diversité. Je trouve que c'est un peu facile. Et puis, on utilise des arguments identitaires justement pour justifier ou dire « Ah, ça, c'est des problèmes du Canada anglais, c'est des problèmes des États-Unis, ça ne nous concerne pas. Nous, on n'est pas racistes, on n'est pas intolérants, etc. » En tout cas, je ne vous dirai pas ce que ça me fait parce que c'est pas poli. Là. Mais alors, quand je vois ce que fait La Liberté et ce que fait aussi Radio-Canada à travers le pays, même s'il y a des gens qui se plaignent, je trouve ça absolument exemplaire. Puis ça montre qu'on peut montrer le chemin, même si, encore une fois, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est pas parce qu'on n'est pas encore arrivé qu'on ne doit pas saluer ce qui a déjà été fait et ce qui est en train de se faire. Bien sûr. Merci. Merci Colette Brun. Je voulais peut-être lancer la balle à Daniel Tremblay parce qu'on a beaucoup parlé des universités, des programmes. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter ou à commenter par rapport aux formations. Bien, effectivement, c'est difficile de lancer un nouveau programme quand il y a moins de jeunes, par exemple dans l'Ouest. Je sais qu'il y avait un projet d'une école de journalisme au Manitoba. Je ne sais pas si je me gourre ou en Saskatchewan. C'est de la communication. En tout cas, à l'Université de Saint-Boniface, le projet, c'était d'enseigner la communication. Et moi, quand ils m'ont dit que le journalisme ne serait pas prioritaire, j'ai dit, je pense que je puisse vous aider là-dedans. Il faudrait que je vérifie. Je sais qu'il y avait un projet quelconque, mais je n'ai plus entendu parler. Mais toujours est-il qu'au Collège de la Cité, on a beaucoup d'étudiants franco-ontariens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le collège a été fondé, pour les franco-ontariens. Et donc, on forme des journalistes qui sont habitués à être dans une minorité, c'est-à-dire des francophones en Ontario. Donc, ils sont jetés dans la réalité franco-ontarienne. J'ai aussi cette année, et régulièrement, mais cette année particulièrement, en première année, une étudiante du Manitoba, Magali, de Winnipeg. Et ça va très bien, ça se passe très bien. Mais effectivement, comme Colette l'a dit, c'est difficile de donner une formation à distance en journalisme. Bon, ça prend un studio de radio, un studio de télé. Peut-être la presse écrite, ce serait peut-être un petit peu plus facile. Mais effectivement, ce serait intéressant de donner des formations précises, de se rendre là-bas ou donner un cours en particulier, peut-être plutôt qu'une école de journalisme, parce qu'il n'y aurait pas assez
malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez d'étudiants peut-être pour lancer un nouveau programme de journalisme. Mais moi, ce que je dis à mes étudiants, et Sophie peut être témoin, vous voulez être sûr d'avoir une job demain matin, allez dans l'Ouest. Allez dans l'Ouest, on se tire les cheveux pour trouver des francophones journalistes. Alors, les perspectives d'emploi dans l'Ouest sont très, très bonnes. On m'appelle régulièrement, Radio-Canada, les quotidiens, pas les quotidiens, les hebdomadaires, écrits. Daniel, est-ce que tu as des finissants? J'ai besoin de journalistes dans l'Ouest. Alors, et puis, je dis à mes étudiants, allez là-bas et vous n'êtes pas obligé de rester là tout le reste de votre vie, restez là 2-3 ans, prenez votre expérience et revenez. Mais, de plus en plus, j'ai des étudiants comme Patrick Foucault qui est à Regina, je me mélange toujours, Regina ou Saskatchewan. Patrick, ça vous dit quelque chose? Il est à Winnipeg. Winnipeg, bon, OK. Oui. Patrick, lui, a suivi mon conseil. Il est allé à Winnipeg. Là, il a dit, bon, OK, j'ai pris assez d'expérience, 2-3 ans, je vais revenir dans l'Est. Donc, il est revenu à Ottawa. Et puis, il s'ennuyait de l'Ouest. Alors, il est retourné là-bas dans l'Ouest. Et un peu comme, il est retourné à Winnipeg, et un peu comme Colette a dit tantôt, il a rencontré sa conjointe de Winnipeg. Et maintenant, là, il est là pour une bonne partie de sa vie, j'imagine. La solution, c'est de combiner école de journalisme et agence de rencontre. Ah oui, tout à fait. Ce serait ça. Mais, un projet pour Sophie avec son modèle d'affaires toujours très créatif. Tout à fait. Puis, mais je trouve par contre, dans ce qu'on a parlé tantôt, je trouve que c'est important d'avoir effectivement une couverture en français dans une région dans l'Ouest parce que on parlait tantôt de reflet de la société. Bien, le reflet d'une société en français, c'est ça qui va garder le français fort dans une région. C'est-à-dire qu'on en parle, donc on est des journalistes qui reflètent la société et qu'on ait beaucoup de journalistes francophones dans l'Ouest. C'est ça qui permet c'est essentiel pour que la communauté francophone elle-même demeure vivante et demeure active. Donc, c'est important d'avoir des journalistes francophones dans l'Ouest. Bien sûr. Merci Daniel Tremblay. Je vois l'heure qui défile et on va bientôt passer aux questions-réponses, mais j'aimerais donner le dernier mot peut-être de cette discussion à Sophie Lasselle-Bastien, qui est étudiante en journalisme, qui représente, alors bon, je ne veux pas vous mettre trop de pression à vous toute seule, l'avenir du journalisme et des futurs journalistes, mais je sais que on a parlé de vos motivations, de pourquoi c'est important de parler de ces sujets-là, puis là on parlait des étudiants et étudiantes, donc je pense que c'est important de vous demander, peut-être que dans votre future carrière, dans les futures années, qu'est-ce que vous voudriez voir peut-être changer? Qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous espérez pour vos médias, les médias que vous allez voir ou les médias dans lesquels peut-être vous allez travailler? Qu'est-ce que vous espérez? Je pense que la jeunesse, il me semblait que c'était un mot-clé de vos engagements. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Premièrement, comme j'ai mentionné, je pense dans les 2 réponses que j'ai dit, c'est la censure. Comme je dis pas qu'il faut commencer à jurer à la télé, là, je dis juste que pour moi, l'important, c'est justement de ne pas faire sensationnalisme, c'est de faire la vérité. Genre, c'est ça que je veux savoir. Je veux savoir c'est quoi qui se passe dans sa tête, pas c'est quoi qu'un adulte dit des jeunes. Par exemple, si un adulte va écrire un article sur la détresse des jeunes au secondaire, ça va tellement pas m'interpeller, je vais quasiment rire d'en face. Je vais dire, mais tu le sais pas, t'es pas au secondaire, tu peux pas me dire comment que j'ai vu ça. Fait que je trouve que ça va être de laisser la parole aux jeunes parce que c'est eux qui savent qu'est-ce qui se passe pour vrai, parce que moi, ça a été un combat là, dans mon secondaire de tout le temps me faire dire « Ah ouais, mais t'es une ado, là, tu le sais pas, là, tu t'as pas l'expérience dans la vie. » J'ai peut-être pas l'expérience que t'as, sauf que j'en ai d'autres qui est vraiment à jour, là, je peux pas être plus dedans que ça. Donc moi, ça va être vraiment de pas prendre les jeunes comme « Ah ouais, là, c'est encore des petits bébés, là. » Genre, on vit des affaires, là. Fait que je crois que ça va être ça. Puis aussi, il y a un gros clash de génération que je remarque parce que je suis entourée de personnes pas juste une génération, mais 2 générations plus hautes. Puis nos points de vue sont tellement différents. Puis je crois que autant en prenant leur expérience, ça va être aussi de laisser la place pour
qu'on puisse leur apprendre c'est quoi l'ouverture, c'est quoi les vraies affaires. Mettons, quand je pense à mes grands-parents qui savent pas c'est quoi quelqu'un de queer, ben moi, ça me fait plaisir de leur en parler, puis ça va être vraiment de prendre le temps de les rendre plus ouverts d'esprit pour que plus tard, le plus de monde possible le soit, puis que la société soit plus, ait plus d'acceptation. Ouais. Merci. Beaucoup de beaux projets pour l'avenir. Merci, Sophie Lasselle-Bastien. On l'espère. Puis justement, pour laisser la place à la jeunesse, sachez que notre dernière table ronde aujourd'hui à 14h15 sera dédiée à la jeunesse, aux voix de la jeunesse. Donc là, c'est la jeunesse qui va venir justement parler de ses réalités, de sa diversité, de sa culture. Merci beaucoup à vous toutes, tous. J'invite donc le public. On a encore quelques minutes pour échanger. Donc j'invite le public à poser des questions. Est-ce que vous avez des questions sur le rôle des médias? Est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur l'évolution des médias, sur ce qu'on espère voir changer, voir différent pour l'avenir? N'hésitez pas, la section des commentaires est là, elle est ouverte. N'ayez pas peur, on a nos invités qui sont ici présents encore quelques minutes et qui vont pouvoir répondre à vos questions. Alors, je vois une première question, je vais vous la lire. Quand on parle de biais inconscients, quel est le rôle de la salle de nouvelles ou de l'équipe de rédaction? Essayez d'éviter ces biais ou plutôt de l'aborder par le biais du journalisme? Alors, on a 3 questions en une, d'accord? Donc, je vais la lire et puis vous allez voir si ça vous inspire. Les normes journalistiques ont-elles évolué pour refléter ces préjugés inconscients, la soi-disant impartialité du journalisme? Alors, on a une grande question. Est-ce que ça inspire quelqu'un parmi vous? Moi, j'aurais quelque chose à dire. Premièrement, il y a vraiment trop de mots compliqués, mais j'ai une affaire que j'ai compris. Est-ce que ça a évolué? C'est à ça que je vais répondre. Je crois que ça n'a pas évolué, mais on a compris qu'il fallait évoluer. Je crois pas qu'il se passe encore des gros changements, mais au moins, on a toute une petite base de conscience que, ouais, c'est vrai que ça fait dur, donc il faut... d'un jour à l'autre, évoluer là-dedans. Donc, c'est ça que j'ai à répondre. Merci, Sophie Lasselle-Bastien. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir? Alors... OK. Je vais y aller brièvement, mais c'est ça, tu sais, j'allais aborder ce point-là, puis c'est tellement important dans tous les contenus que l'on fait, on diffuse, mais les biais conscients, c'est à la base, c'est soi-même. Il faut être conscient d'avoir des biais conscients. Partant de là, je pense que là, c'est là que le travail se fait. Donc oui, c'est possible. Tu sais, moi, je me suis déjà fait poser la question, comme moi, par exemple, je suis asiatique. Puis là, on me demanderait d'aller couvrir une nouvelle dans la communauté asiatique. Tu sais, avec la pandémie, il y a eu du racisme anti-asiatique. Alors, est-ce que je serais apte à couvrir une nouvelle dans ma propre communauté? Et la réponse est oui. Tu sais, le biais inconscient peut toucher tout le monde, puis c'est pas nécessairement en lien avec nos origines, notre orientation ou d'où on vient, mais c'est vraiment par rapport à l'éducation que l'on a reçue. Alors, tout journalisme est capable de faire preuve d'impartialité, puis que l'on vienne de n'importe quelle communauté ou groupe sous-représenté, c'est possible d'avoir cette impartialité-là journalistique. Je ne sais pas si Daniel, tu voulais... Oui, ben, dans le pratico-pratique, dans la vie de tous les jours, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et alors, il faut se poser la question, quel est le mot adéquat? Qu'est-ce que la communauté en question utiliserait comme mot? Mais plus important, où on demande à la personne, je vous appelle comment? Ou est-ce que je peux utiliser ce mot-là pour vous décrire? Un autre truc aussi, c'est de se parler en collègue, là, entre collègues. Si tu n'es pas sûr, ben, si je dis ce mot-là, penses-tu que ça va en insulter quelques-uns ou est-ce que je peux le dire? Et on se le fait dire aussi. Des exemples aussi niaiseux que, par exemple, on reçoit un téléphone pour dire dites pas en honte, c'est des handicapés, nous sommes des personnes handicapées. Ah, désolé, je ne savais pas. Je pense que les journalistes, on est de bonne foi, mais c'est bien d'avoir pour avoir l'avis de la communauté en question pour qu'on puisse bien faire notre travail et utiliser les bons mots pour refléter la communauté. Bien sûr, et puis j'imagine que c'est pas parce qu'on est le vecteur d'information qu'on n'a pas de choses à apprendre nous aussi. Sophie Gaulin, est-ce que
vouliez... Oui, Sophie Gaulin, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à cette question peut-être? Bah, c'est un petit peu, je rebondis sur ce que disait Chan, c'est en fait, c'est d'être conscient qu'on ne sait pas, et c'est d'accepter de poser des questions, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter que quand on est média, on ne détient pas la vérité, on va chercher la vérité. Et en fait, de comprendre déjà qu'on ne la détient pas et qu'on doit avoir une humilité plus forte que tout à ce niveau-là, ça va nous permettre d'éviter ces biais inconscients. Ils seront toujours présents. L'être humain est fait comme ça. Je crois que c'est de l'accepter. Et que en faisant un effort et en voulant grandir et en voulant et en acceptant cet état de fait qu'on ne connaît pas la vérité, on ne la détient pas, eh bien on peut aller vers une meilleure objectivité. Et j'ai beaucoup aimé la question de Jean-Michel Baudry, c'est ça? C'est Jean-Michel Baudry. Oui. Oui, parce que je crois que la plus grande chose qu'on peut faire pour lutter contre les préjugés inconscients, c'est d'en être conscient, tout simplement. Qu'on en a tous et toutes. Et ça, c'est évident. On peut pas faire autrement. Voilà. Merci. Et justement, on parlait de vérité à l'instant dans votre réponse. Et il y a une autre question qui évoque un petit peu ça, qui est pour vous toutes. Comment lutter contre les nombreuses sources de fausses nouvelles qui envahissent notre monde actuel? Alors ça, je pense que c'est une question d'actualité assez importante. Je ne sais pas si Colette Brun, vous qui enseignez, peut-être que c'est une question qu'on aborde dans les salles de classe quand on enseigne le journalisme. Comment on fait? Ben, c'est une question qui est qui englobe celle de la diversité, mais qui englobe aussi tout un paquet d'autres questions là, sur le rapport aux faits, à la vérité, sur le fait que les médias sociaux nous abreuvent certainement. Le conflit en Ukraine est un bon exemple là, où on reçoit toutes sortes d'informations qui ne sont pas vérifiées ou des images, et puis il faut faire un peu la part des choses. Alors là, c'est ça, c'est un petit peu peut-être un autre sujet, mais si je peux essayer de rattacher ça à la question de la diversité, c'est que j'ai du mal, là. Mais je voulais juste continuer sur la question des biais inconscients parce que c'est quelque chose qui fait partie de la formation maintenant, puis le réflexe d'humilité et de doute et de reconnaissance des limites de notre connaissance. C'est certainement quelque chose qu'on aborde beaucoup plus dans les formations maintenant. On fait des exercices avec les étudiants, le fameux test d'association implicite de Harvard qui nous fait prendre conscience des réflexes vraiment racistes qu'on peut avoir, malgré nos meilleures intentions, notre bonne volonté. Donc, je pense que puis c'est peut-être là où je ferai le lien avec les fausses nouvelles, c'est d'avoir un réflexe de ne pas prendre les choses à la face comme elles nous apparaissent, de ne pas se fier à nos sens, à ce qu'on voit, à ce qu'on comprend vraiment intuitivement, mais à s'arrêter puis à se poser des questions. Je pense que ça vaut autant pour les fausses nouvelles que pour la reconnaissance de la diversité. Et puis, de ne pas se fier à notre instinct ou à des choses qui peuvent nous sembler naturelles. Donc, ça demande effectivement une certaine humilité, puis peut-être aller un peu moins vite qu'on le fait. On va très, très vite dans les médias sociaux. Le journalisme est un métier qui va vite, on n'a pas trop le choix. Et c'est difficile parfois de s'arrêter et d'expliquer, dans le cadre d'un reportage qui est très, très court, un terme, pourquoi on a choisi d'utiliser un terme plutôt qu'un autre. Donc vraiment de ralentir peut-être un peu le rythme et prendre le temps d'expliquer. C'est difficile à faire dans des formats qui sont courts, qui sont dans les nouvelles au quotidien, mais on peut le faire quand on se donne un petit peu plus d'espace et de temps. Merci. Est-ce que je peux rebondir sur ce que dit Colette? Oui. C'est qu'en fait, là où je rejoins Colette, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les algorithmes, c'est l'ennemi numéro 1 de la diversité. Les algorithmes sont là pour nous faire cliquer sur les choses que l'on croit, et c'est là pour nous installer dans nos préjugés. Et donc, ce qui est très très important, c'est que nous fassions un travail, et puis là, je reprends encore ce que disait Colette sur l'engagement global, c'est qu'en tant que médias, nous avons une responsabilité de nous engager globalement dans l'éducation aux médias. Je pense qu'il serait nécessaire qu'à un moment donné,
on réfléchisse à une façon d'avoir les médias qui vont dans les salles de classe, dans les écoles, pour parler de citoyenneté, pour parler en fait, j'appelle ça des camps d'intelligence médiatique, pour faire comprendre comment est-ce qu'un média fonctionne, pourquoi il est important de diversifier les médias que l'on pourquoi il est important d'avoir une pluralité de points de vue, une pluralité de médias dans un endroit donné. J'estime qu'il est hyper essentiel que Radio-Canada, dans mon coin de pays, soit très consommé. Plus les gens regardent Radio-Canada, plus ils vont regarder La Liberté, plus ils vont écouter Envol. On va leur donner cette habitude de regarder toute une série de médias qui vont leur donner une pluralité de points de vue. Et les algorithmes, les médias sociaux sont l'ennemi numéro 1 de cet engagement global envers la diversité. Parce que ça fait partie du modèle d'affaires de ces médias sociaux que de mettre dans un silo les gens afin qu'ils puissent rester confortables dans leur point de vue et même polariser totalement les points de vue. Donc, nous devons, je pense, aussi un engagement. Puis je sais pas comment on pourra le faire parce qu'au niveau des ressources financières et humaines, on est un peu limité, mais peut-être qu'à un moment donné, on va réfléchir pour que nos médias fassent partie des salles de classe, mais dès le plus jeune âge, parce que je pense qu'on s'y penche bien trop tard. Je pense que quand on arrive à 18-19 ans, on a déjà pris des mauvais réflexes. Je pense qu'il est essentiel que les enfants, très tôt, sachent à quoi les médias servent et l'importance de consommer pluriel là-dedans. En tout cas. Bon. Merci Sophie Gaulin. Merci. Alors là, je pense que pour cette question, cette grande question, on a beaucoup, le public a beaucoup d'éléments de réponse. Ça donne des pistes. J'espère que ça vous donne des idées pour lutter contre les fausses nouvelles, mais aussi pour vous nourrir d'informations diverses, pour essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre à un changement. C'est un peu ce qu'on aborde aujourd'hui. Nous avons un peu dépassé le temps, mais c'était très riche, c'était très intéressant. Je vous remercie chaleureusement tous nos invités d'avoir participé à cette table ronde aujourd'hui. Je vous invite à rester avec nous. Nous allons faire une petite pause, mais nous avons à partir de 12h15 la présentation de projets de deux écoles en fait ici de chez nous. Donc des élèves vont venir présenter leurs projets qui permet de parler de leur culture et de leur diversité en français. Ça va être très intéressant et il y a 2 tables rondes encore cet après-midi. Restez avec nous. Merci encore d'avoir participé à cette table ronde avec moi et ça va, j'espère, donner beaucoup de réflexion, beaucoup de matière à réfléchir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.